Je m'appelle Serge Petit-Demange. Pour la petite histoire, en parallèle de l'affaire que je traite dans la présente vidéo, je suis en mesure de démontrer de façon incontestable que M. Albert Grimaldi est en réalité génétique Albert de Polignac, la dynastie des Grimaldi s'étant éteinte le 30 septembre 1898 avec la naissance de Charlotte Louvet, fille naturelle de Louis Grimaldi, fils légitime et prince héréditaire du prince Albert Ier, et de Madame Marie-Juliette Louvet. J'ai écrit un livre très détaillé disséquant le sujet. Mais avant, je viens d'être destinataire, décidément, de l'article du Monde du 26 juillet 2023 intitulé « Une offensive judiciaire dans l'entourage d'Albert II secoue Monaco ». Impliqué malgré moi, mais aussi parce que je n'ai nullement l'intention de me laisser faire, dans des affaires judiciaires en cours en principauté de Monaco, suite au virulent et corrosif SMS de Claude Palermo, je dis bien Palermo, qui, venant d'être démis de ses fonctions le 6 juin 2023 par le prince lui-même, m'écrit 4 jours plus tard, le 10 juin 2023, il s'agit donc bien de Claude Palmero, limogé manu militari avec interdiction de remettre les pieds au palais, en vertu de mon droit légitime de réponse, de la défense de mes intérêts gravement lésés et de l'éclatement de la vérité, je m'adresse solennellement, officiellement et respectueusement aux autorités judiciaires monégasques qui ont ordonné les perquisitions à l'encontre de messieurs Claude Palmero, ex-administrateur des biens du prince Albert II, Didier Linotte, président de la Cour suprême de Monaco, Laurent Anselmi, ex-directeur de cabinet du prince Albert II, et Thierry Lacoste, ami d'enfance du prince Albert II, avocat à Paris. Dans son SMS, Palmero-Palermo fait état des dossiers. Le couloir maritime offert par M. Mitterrand en échange d'appartements, je devrais plutôt dire d'appartements avec un S, car d'après mes amis monégasques, des anciens, ces appartements seraient au nombre de 7, affaire fatalement traitée sous le règne du prince Régnier III. Dans ma vidéo du 12 juin 2023, voici ce que je dis. Je ne sais rien de plus à propos de ce couloir maritime qui aurait été offert par Mitterrand, si ce n'est que j'ai entendu dire que l'hebdomadaire Paris Match aurait écrit un article sur le sujet. Si le fait est avéré, nous sommes face à une gigantesque corruption au plus haut niveau des États français et monégasques. L'affaire de l'argent de la Croix-Rouge que le Canard enchaîné a dévoilé en février 2020. Le blanchiment d'argent du gouvernement français via la principauté de Monaco. La condamnation à 150 millions d'euros de l'État de Monaco du 25 juin 2020. Et cerise sur le gâteau, l'ahurissante révélation, Lacoste manœuvre le prince. Aujourd'hui, au vu des perquisitions réalisées, mon analyse de la situation, uniquement dirigée vers la défense de mes intérêts gravement lésés, je le répète, ceci depuis 4 longues années, mon analyse, disais-je, prend une autre dimension. Tout comme il aura été saisi la copie de la lettre tentative de conciliation du 8 août 2019,
que m'a adressé le prince Albert II via son secrétariat particulier, lettre me proposant les services d'un conseiller au palais ou ceux de l'avocat Lacoste, afin, je pense, de trouver une solution au mieux des intérêts de chacun dans le conflit ouvert le 23 juillet 2019 par Jean-Raymond Gottlieb. Dans l'affaire dite les dossiers du rocher, le corbeau qui fait trembler le rocher, 3 parties sont impliquées. Premièrement, l'État monégasque en la personne du prince. Deuxièmement, le G4, Lacoste, Palmero, Linotte et Anselmi. Et troisièmement, Patrice Pastor. Je suis intimement convaincu que l'avocat Lacoste est impliqué, voire est l'instigateur de l'affaire des dossiers du rocher, le corbeau qui fait trembler le rocher. À ce titre, sous l'égide des articles 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Et l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme du 3 septembre 1953. Premièrement, toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisation. Deuxièmement, l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou de la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Je développe l'hypothèse suivante. L'avocat Lacoste est le chef d'orchestre d'une association de malfaiteurs agissant en bande organisée contre les intérêts de la principauté de Monaco. Mais il n'est pas intéressé par le pouvoir pour le pouvoir. Ce n'est pas donné à n'importe qui de savoir diriger un pays. Lacoste, c'est l'argent qui l'intéresse. Ses liens d'amitié d'enfance avec Albert II font qu'il connaît tout de l'intimité de celui-ci. Ces liens lui permettent aussi d'approcher de très près les affaires de l'État monégasque. Un stratagème naît alors dans son esprit tortueux. Pour assurer la réussite de son plan machiavélique, perfide, criminel, Lacoste a besoin de complicité au plus haut sommet de l'État. Premièrement, d'abord, il lui faut être informé précisément sur toutes les affaires confidentielles, voire secrètes, celles que Palmero se dit prêt à dévoiler lors du procès en dédommagement qu'il intente à son ex-employeur. Deuxièmement, ensuite, pour s'assurer que personne ne puisse informer le prince Albert II, il y a nécessité de filtrer les courriers reçus, bloquer les informations, faire barrage. Troisièmement, mais il faut, à Lacoste, une caution bouclier judiciaire protecteur, lui garantissant de ne pas être inquiété le cas échéant dans les escroqueries, détournements, extorsions de fonds par la ruse envisagée. Le projet immobilier de l'esplanade des pêcheurs est fabuleusement prometteur en termes de plus-value.
il laisse entrevoir une masse colossale d'euros à saisir assez facilement, à condition que certains éléments soient réunis. Justement, un obstacle de taille est sur le chemin de la bande du G4. Cet obstacle, c'est Patrice Pastor, le bâtisseur institutionnel de la principauté, la bête noire de Palmero, donc par extension associée, la bête noire de Lacoste, Anselmi et Linotte. Le jugement du 25 juin 2020 de Linotte condamne l'État monégasque à 150 millions d'euros au profit de la société Caroli. Je possède une copie du jugement. Arrive maintenant la partie action de l'affaire. Le système informatique de la société de l'avocat Lacoste est supposé être victime d'un piratage en octobre 2021. Contre toute attente, inouï pour un avocat ayant des liens étroits avec un chef d'État, le système informatique de la société de l'avocat Lacoste n'était pas protégé contre le piratage, comme l'y oblige pourtant l'article 226-17 du Code pénal français, en vigueur le 1er juin 2019, en vigueur donc au moment des faits en octobre 2021. Fort de la détention de documents très bien classés, réflexion étonnée des journalistes qui ont réceptionné le sac contenant les documents. Moi, je précise, documents très bien classés, comme le ferait un avocat préparant une plaidoirie, documents extraits par piratage de l'ordinateur de l'avocat Lacoste, un personnage surnommé Le Corbeau fait son entrée dans la machine à déstabiliser, fait trembler le rocher. Sous la satisfaction affichée sur le faciès de Lacoste, le visage croqué, le portrait robot de Patrice Pastor, apparaît dans l'émission Complément d'enquête du 11 mai 2023. Et pour les 4 hommes qu'il cible, il n'y a qu'une seule question qui vaille. Qui se cache derrière ce maudit corbeau? Un homme dont ils vont dessiner le portrait robot. Corbeau est une épithète beaucoup trop sympathique pour les infâmes et lâches qui se cachent derrière l'anonymat. Apparemment, les moyens mis sur la table seraient d'un budget au moins aujourd'hui égal à 10 ou 15 millions d'euros. Donc c'est quelqu'un qui est à Monaco, c'est quelqu'un qui a un intérêt exclusif sur l'immobilier et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Je n'accuserai personne. Quand j'aurai des preuves, d'abord elles iront en justice. Il n'ose pas le désigner publiquement. Mais hors caméra ne revient qu'un seul nom. Celui du richissime promoteur, Patrice Pastor. À 18 minutes et 10 secondes, sans preuve formelle de la culpabilité de M. Pastor, Lacoste et ses 3 complices, la journaliste parle bien des 4 hommes visés, précision non contestée, dessinent le portrait robot de Patrice Pastor, le diffamant publiquement, portant atteinte à l'honneur et à la considération de celui-ci. Ouvertement, publiquement, Lacoste désigne Patrice Pastor comme étant le corbeau. Mais Lacoste commet une erreur contradiction révélatrice, une erreur fatale. La condamnation de l'État monégasque à 150 millions d'euros, le 25 juin 2020, a un impact psychologique négatif non négligeable dans la population monégasque. Mais, question que je pose, ces 150 millions ont-ils été payés à la société Caroli ou ont-ils été mis dans la balance pour obtenir que ce soit la société Caroli qui remporte le contrat de l'esplanade des pêcheurs? Où sont passés ces 150 millions?
Un homme le sait. Le licencié en disgrâce Palmero. Si mon hypothèse est la bonne, je redore à jamais le blason de M. Patrice Pastor, lui fait rendre son honneur et offre à l'actuel chef de l'État monégasque l'occasion de vider les poubelles de ses ennemis de l'intérieur. Impardonnable. Je le répète, en exerçant un chantage, je pense d'ordre privé, ce qui m'a été dit sous le sceau de la confidence est ignoble. Sur le prince Albert II, Lacoste, alias Albert III, a commis une sorte de coup d'État à but immensément lucratif, mais pas pour s'asseoir sur le trône. La seule envergure qu'il possède ne dépasse pas le niveau de son compte en banque. Le rocher se fissure. La succession d'affaires troubles va fatalement générer une perte de confiance qui elle-même va provoquer la migration des Rolls-Royce et autres Ferrari et les fortunes liées vers d'autres paradis plus conformes à la discrétion. L'affaire Bouvier-Ribolovlev et ses conséquences sociopolitiques a été une onde de choc judiciaire très négative pour la principauté. L'affaire des dossiers du Rocher est le coup de grâce si elle n'est pas légalement maîtrisée et régularisée au plus vite par le palais. Si la confiance quitte Monaco, c'en est fini de son statut particulier. Au terme du traité datant du 17 juillet 1918, Monaco serait rattaché à la France en cas d'interruption dynastique. Un homme, un seul, est le seul responsable de tout ce chaos sociétal. Thierry Lacoste, avocat et ami d'enfance d'Albert Grimaldi, qui a patiemment attendu son heure, le décès du prince Régnier III et l'accession au trône de son copain d'enfance, héritier héréditaire. Les trois complices du G4 sont tout aussi responsables et coupables. Le coup de poing sur la table de juillet 2023 est bénéfique pour l'image du souverain, salutaire pour la principauté. Mais il doit maintenant être suivi d'effets judiciaires. Pour l'exemple, et ça urge. Il est encore possible de réparer les dégâts, consolider l'État monégasque légitimement. Il y aura seulement des passages obligés, des sacrifices à consentir, pour stabiliser durablement le trône du souverain régnant, pour que la vie continue paisiblement, pour que la sérénité, le plaisir de vivre, règnent à nouveau dans l'écrin méditerranéen.